Nous sommes là, mesdames et messieurs, fidèles au poste, chaque mercredi pour WebPress. WebPress, l'émission qui vous permet de mieux décortiquer l'actualité, d'avoir les avis des experts, entre guillemets, les historiens du temps présent, comme on les appelle. Et je le dis toujours, entre nous, il faut qu'on se jette de fleurs parce que nous faisons un métier passionnant. Nous sommes le lien entre la population et les autorités. Donc, c'est à travers nous que vous avez beaucoup plus d'éclairage par rapport à l'actualité. Aujourd'hui, je suis avec une intelligence, Joël Cadet d'Impact News. Bonjour Joël. Bonjour cher consoeur, merci de l'invitation. Et je suis aussi avec Laurent Onyemba, journaliste indépendant. Bonjour Laurent. Bonjour chère Paulette. Et je vais terminer par une lumière, et je ne cesse de le dire, je l'apprécie énormément. Thierry Bongo, journaliste indépendant. Bonjour Thierry. Merci beaucoup Paulette. Aujourd'hui, nous allons parler de deux grands thèmes, mesdames et messieurs. Comme vous l'avez sans doute deviné, nous allons parler des léopards. D'abord, nous commençons par féliciter les fauves. Ils nous ont ramené cette coupe comme nous l'avons vraiment voulu, nous l'avons tant souhaité, nous l'avons vraiment attendu. Et bien voilà, cette coupe est revenue en République démocratique du Congo. Mais nous allons parler un peu des à côté du retour de cette équipe du 11 national parce que beaucoup de journaux ont titré sur ce retour raté, entre guillemets. Nous allons aussi parler, nous allons essayer de faire le parallélisme entre le cas de la République d'Haïti et de la République démocratique du Congo. Et avec les lumières de mon pays, vous aurez beaucoup plus d'éclaircissements. Joël Cadet, le phare nous dit « Léopard à Kinshasa, une fête manquée ». Est-ce que vous partagez ce point de vue? Ce n'est pas la première fois que notre pays venait d'accéder à la sommité du football en Afrique. Ça a été d'abord deux fois pendant la Deuxième République. Et la troisième fois, c'était en 2009. Et contrairement à toutes ces autres fois où on a laissé la population se réjouir, la population festoyer, la population accueillir les héros, parce que vous savez, et madame, même quand je vous parle, lorsque notre équipe jouait, c'était de l'effervescence, c'était la chaleur dans le corps, surtout qu'on ne jouait pas sur n'importe quel sol, nous jouons sur le sol où nous avons été humiliés. Nous jouons sur le sol où nous avons été enterrés vifs. Nous jouons sur le sol où nous avons été pratiquement tués, ou le sol qui nous a humiliés. Et c'est cette personne-là, par qui les malheurs sont arrivés à la RDC depuis 1996, qui nous remet dans cet honneur, qui nous remet notre honneur, qui nous remet notre richesse. Je joue dans la symbolique parce que c'est tellement spirituel, qui vous remet votre richesse volée, qui vous remet votre honneur bafoué. Et c'est pendant ce moment-là qu'on sort les armes de guerre urbaines pour empêcher à la population de chanter la victoire. Et on sort ces armes-là pour quelle raison? C'est parce qu'il y a une chanson qui gêne. Et laquelle chanson qu'on peut facilement faire passer, parce que vous pouvez empêcher les gens de chanter, ceux qui ont chanté dans un groupuscule, dans le monde actuel avec les techniques de communication qu'il y a, ça se trouve déjà dans les YouTube. Donc ça n'a rien à voir que vous empêchez aux gens, juste à cause de cette chanson-là, de célébrer. Et aujourd'hui, vous allez constater, madame, dans la ville de Kinshasa, je me demande, je suis en train de mener une enquête d'ailleurs, je dois poser la question au gouverneur de la ville de Kinshasa. Je ne sais pas comment la ville se gère aujourd'hui. Je suis administrativiste de formation. En tout cas, une ville où est dirigée par un maire, ou aujourd'hui, comme notre ville a les statuts de province, elle est dirigée par un gouverneur de province. Et le gouverneur dirige la ville par arrêté provincial. Quel est l'arrêté provincial qui a fixé toutes les mesures? Mais aujourd'hui, ce n'est plus le gouverneur de la ville qui donne pratiquement les mesures. Les décisions sont prises par le commissaire, urbain, le commissaire provincial de Kinshasa, le général Célestin Kanyama, juriste de formation en plus. C'est lui qui prend les décisions et c'est lui seul qui exécute ces décisions-là. Alors je me dis, est-ce que Kinshasa se trouve dans un état d'urgence, dans un état de siège, ou qu'est-ce qui se passe? Parce que vous n'avez pas vu le gouverneur prendre ces mesures-là, et ce ne sont pas des mesures prises par un arrêté provincial qui devait être exécuté, dont les modalités d'exécution devraient être données, mais c'est un commissaire qui passe à la télévision dans un discours purement d'intimidation, de terreur. En effet,
c'est la terreur d'État qui est en train petit à petit de s'installer à Kinshasa et on nous a privés de sortir. Moi, j'ai demandé à mes enfants, vous restez à la maison, vous ne sortez pas. Mais malgré cela, ça n'a pas empêché les gens de sortir. Mais ceux qui ont sorti, vous savez, ceux qui sont sortis, excusez-moi, vous savez ce qui leur est arrivé. Je préfère m'arrêter là comme nous avons d'autres lumières sur cette table. Laurent Onyemba, la population de l'Est de la République regrette aussi. Eux, ils auraient voulu que la coupe passe par la grande barrière, que la coupe soit vue premièrement à Goma, à Bukavu, parce qu'eux, ils disent que ce sont eux qui se sont vraiment mobilisés depuis le début du Chan. Ils ont soutenu les léopards depuis le début et on a l'impression que Kinshasa leur a volé la victoire. Est-ce que vous partagez aussi ce point de vue? Bon, écoutez, voler la victoire, je ne sais pas trop, parce que chaque fois qu'on réfléchit, j'ai toujours démontré, il y en a qui ont pensé que Laurent a fait un peu de trop, j'ai démontré que dans ce pays, il n'y a pas le vouloir vivre collectif. C'est des événements ponctuels qui nous rappellent que nous sommes Congolais, comme une telle victoire, mais en réalité, vous allez voir déjà dans la compréhension, hein, dans l'identification de la joie, que j'appelle la joie communautaire, la victoire commune justement, mais il y a quand même des zones d'ombre. Ça signifie que nous n'avons pas la même perception sur cette victoire-là. Aujourd'hui, les populations de l'Est ne peuvent que le regretter parce que je ne vois pas pourquoi ça pouvait coûter des millions à ce qu'on traverse avec la coupe Pagisseni, qu'on arrive à Goma, parce que c'est peut-être le 0,5% de ceux qui étaient au stade qui sont venus de Kinshasa. Le reste, c'est les supporters qui sont venus de Goma et de Bukavu. Ça ne représenterait pas grand-chose, le sel ne tomberait pas sur l'économie congolaise si on ramenait la coupe par Goma et par Bukavu. Le plus important, c'est ce qu'on a gagné. On a gagné, c'est un signal fort, et parce que moi je l'ai tweeté en disant, écoutez, c'est un message qu'on envoie, un message va au-delà du foot, c'est un message qui peut être aussi un message politique. Bon, je ne veux pas vous mettre dans ma réflexion, mais ce que nous regrettons ensemble, comme vous l'avez dit, ce sont les à côté justement de cette victoire. Au moment où le peuple congolais, surchauffé par les dialogues, les débats sur le dialogue, surchauffé par la misère, surchauffé par le chômage, surchauffé par les maladies, par tout ce que vous savez comme mot, nous avons quelque chose qui vient tempérer nos problèmes. Et au lieu de laisser les Congolais jubiler, au lieu de laisser les Congolais déclencher leur joie, ne fût-ce que probablement pour quelques minutes, qu'est-ce que nous avons vu dans la ville? Nous avons vu qu'il était plutôt une question de militarisation. Même à l'état de siège, on ne peut pas contrôler la volonté des gens comment dirais-je, la volonté des gens à se réjouir. Et donc, ce qui saute aux yeux aujourd'hui, c'est qu'en fait, la ville, moi j'ai l'avantage d'avoir été nommé dans la même décision comme assistant d'université avec le général Célestin Kanyama. Il est, je crois, 6e, moi je suis 2e sur la décision qui nous nomme à l'université. Bon, je ne comprends pas trop lui qui est juriste. Quel est le sens qu'il donne à la décision qu'il a prise? Et maintenant, les gens font des similitudes justement entre... Il y a peur de débordement, comme il a dit, sécuriser les joueurs peut-être. Non, écoutez, les joueurs, même si un joueur tombait à ce moment-là, et qu'il mourrait, je crois que le ciel s'arrêterait et qu'un Congolais donnerait sa vie pour que, par exemple, Meshak ou Kolinga ou Bolingui revienne à la vie. Non. La vérité est autour justement du message politique que les Congolais lancent au travers cette résistance. C'est deux concepts qui sont justement en vogue aujourd'hui, les Oumela et les Yebela. Et le Timbela qui est le troisième concept qui se suit. En réalité, on ne peut pas interdire à quiconque, comme l'a dit cher ami, maintenant que YouTube est opérationnel, maintenant que tous les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Viber, Twitter sont opérationnels, à l'instant, on peut communiquer avec un monde entier, justement avec un concept. Nous pensons, humblement, que cette victoire-là est une victoire méritée. Mais que nous ne voulons pas que la politique s'y mêle. Parce que nous sommes à un moment crucial. Je l'ai toujours rappelé, nous sommes en train de consommer un virage politique important. Toute action compte. Et je pense que cela est mis dans la fourchette de la provocation. En fait, le pouvoir veut montrer au peuple congolais que nous sommes capables de mater n'importe quelle insurrection. C'est ça le message. Mais est-ce que vous voulez me dire que les 12 millions de Congolais qui sont à Kinshasa, face à 2 millions de policiers ou à 1500, à 200 000 policiers qui sont à Kinshasa, même si chaque policier pouvait porter un chargeur avec 40 munitions, non, le débat n'est pas à ce niveau-là. Et je pense que le chef de l'État va relever les manches. Quand il va honorer
c'est pas moi ce soir, les joueurs, il faut qu'ils lancent... Il faut qu'ils lancent un message d'apaisement. Vous n'intégrez pas au Congolais. Cette victoire est un élément de cohésion nationale. Absolument, c'est une victoire qui devait être l'élément de cohésion, mais on ne peut pas avoir d'un côté les chefs d'État qui lancent un message d'apaisement et de l'autre côté le commandant de la ville qui terrorise les citoyens ou la population. Non, non. Je pense qu'il faut que cette cohésion-là aille jusque dans la porte du commissariat provincial qui comprennent que la victoire, les Congolais, on peut la célébrer et chacun peut la célébrer. Je termine en disant avec un élément capital. Je ne comprends pas pourquoi on veut tout politiser dans ce pays comme si l'éthique n'existe plus. Paulette Kimutu, comme nous sommes sur ce plateau, notre équipe est en train de jouer à Brazzaville. Si nous gagnons un match, à quel moment nous allons fouiller les drapeaux du PPRD, de l'AFDC ou je ne sais pas moi de quel parti pour l'amener sur la rue? Le peuple congolais est très intelligent. Il comprend que c'est des états-majors auxquels on a donné 5 $ par personne pour dire si nous gagnons, vous sortez avec les drapeaux. Et on visite le même jour le stade et finalement, dans la suite du chef de l'État, on voit des militants qui se réjouissent avec des drapeaux. Non, non, ça c'est de la provocation et finalement, on a compris qu'ils ne sont pas capables de réfléchir au-delà de leurs égos politiques. Thierry Bongo, est-ce qu'il y a eu récupération politique de cette victoire des Léopards? Bon, moi je suis de ceux qui pensent qu'il fallait s'y attendre parce que dès lors que les Léopards allaient de victoire en victoire, le débat politique sur les réseaux sociaux, nous sommes avec toi dans plusieurs groupes de réseaux WhatsApp, déjà au départ, les politiciens s'en étaient appropriés pour faire de ce qu'on appelle du marketing politique, peut-être de bas étage, mais de la récupération pure et simple. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une période assez fastidieuse, une période assez difficile, une période où on cherche sur quelle branche s'accrocher. On estime que tout effet positif peut permettre un certain rapprochement quelconque avec la population, avec une certaine opinion. On estime que la victoire des Léopards, les victoires des Léopards, parce qu'il y en a eu plusieurs, peuvent entrer en ligne de mire d'un résultat politique important. On estime que la réussite de cette équipe nationale appartient à un camp politique. Et il y a eu cette récupération-là. J'ai même suivi des discussions du genre où on cataloguait une certaine classe de politiciens, des opposants en particulier, comme étant des gens qui voulaient œuvrer contre l'équipe nationale. Vous imaginez jusqu'à quel niveau les gens amènent la discussion. Moi, je pense que le Congolais, au-delà de toutes les divergences, de toutes les discussions qu'on peut avoir, les points d'accord, les points d'union, les points d'intersection que nous avons, c'est le football et surtout c'est l'équipe nationale. Depuis très longtemps, les résultats de l'équipe nationale impactaient sur le moral du Congolais. Et parce que ce sont des icônes. L'équipe nationale est une icône. Ce sont des modèles, ce sont des étoiles pour la population congolaise. Ce sont des lumières que les gens suivent. Hein? Leur exemple impacte sur l'opinion que nous faisons de nous-mêmes. Quand nous perdons, nous sortons à la CAN, je ne sais plus en quelle année, à la phase de poule. Vous imaginez le regard des Congolais à cette époque-là? Nous nous sentons démunis, nous nous sentons humiliés. Le football a cet impact positif-là de regaillardir les espoirs, les ferveurs des uns et des autres. Alors, maintenant, je pointe du doigt les politiques pour leur dire que ils ont très mal joué leur rôle. C'était l'occasion de fédérer les gens. On apprenait ici les vertus du dialogue. Nous devons dialoguer, nous devons parler. Mais ce n'est pas à chaque fois que nous avons l'occasion de nous réunir sur un point commun que nous devons sortir les armes. Et dès lors que nous faisons ainsi, nous mettons nous-mêmes déjà les bâtons dans les roues dans ce que nous souhaitons qui puisse arriver de bon pour notre nation. Je serai ces politiciens-là, je me tairai, je dirai, voilà l'occasion pour nous de pouvoir dire, oh là, Congolais, tout ce que nous sommes, opposition, majorité, société civile, politique, apolitique, c'est l'occasion de nous réjouir. Et pour revenir, mes confrères ont pratiquement tout balayé. Nous avons un grand problème dans ce pays, c'est l'aspect de la sécurité, le concept de la sécurisation des Congolais, des biens de leurs personnes, de la sécurisation des institutions de la ville de Kinshasa elle-même. Pour certaines personnes, ils estiment que toute forme d'attroupement est l'occasion de créer une quelconque insurrection ou quelconque trouble dans la capitale. Pour d'autres personnes, ils estiment que les libertés individuelles sont garanties dans la Constitution, les gens peuvent circuler comme ils veulent, quels que soient les événements. Alors, maintenant, il y a un problème. Le problème que bon, beaucoup de nations, même en dehors de notre pays, sont en train de réfléchir. Les problèmes de sécurité peuvent-ils outrepasser les règles établies? Aux États-Unis, nous voyons, aujourd'hui, on commence à aller à fouiller les questions de sécurité. On va au-delà des libertés et des droits des personnes. Maintenant,
je suis fondamentalement d'accord avec mes deux confrères quand ils disent que même si le problème se posait et qu'il devait avoir une réaction, il y a des normes qui fixent la manière de réagir par rapport à ces problèmes-là. Nous avons remarqué, les Kinois ont remarqué que le premier citoyen de la ville n'est pas présent. Il était absent à l'aéroport? On ne l'a pas vu depuis que les Léopards se sont engagés à la phase finale, à la finale plutôt de cette CHAN, jusqu'à ce qu'ils reviennent à la capitale ici. Nous n'avons pas vu le chef de l'État, plutôt le gouverneur de la ville. Le gouverneur de la ville, on ne l'a pas vu. J'étais avec mes compatriotes Kinois dans un lieu public suivre le match de la finale. Je ne vous épargne les réactions des uns et des autres quand ils ont vu le général Célestin Kanyama lancer son communiqué sur le plateau de la RTNC, interdisant les Kinois de se réjouir. Après, est-ce qu'on a bien saisi, beaucoup ont préféré. Est-ce qu'on a bien saisi le message du général Kanyama? Nous avons compris le message, mais ça a été mal transmis parce que nous estimons, je suis de ceux qui estiment que le message a été mal interprété. Célestin Kanyama n'est pas un bon communicateur. On aurait donné le même message au gouverneur de la ville, André Kimbuta Yango. Il sait comment parler au Kinois et les Kinois auraient reçu ça de manière. On ne peut pas lui donner le message. C'est pour ça. Je n'ai pas à contredire qui lui a donné, qui ne l'a pas donné. Je constate avec toi qu'il est passé à la RTNC, il a parlé. Il s'est mal exprimé, à mon avis, en tant que communicateur, il aurait dû parler autrement. Si c'était à lui qu'on avait donné on avait confié cette responsabilité-là. Et j'estime que moi, pour ma part, André Kimbuta, dans le casting, serait mieux placé pour placer un mot, un message vis-à-vis des Kinois, et lui a au moins la terminologie affective des Kinois pour faire passer le message. Oui, non, le problème c'est quoi, Thierry, là-dessus? Le problème c'est pas prendre une mesure. Nous ne sommes pas dans une société traditionnelle où tout se faisait dans l'oralité. On peut aujourd'hui se poser la question. Mais le commissaire qui est juriste de formation, je l'ai dit, mon frère venait de me dire qu'il est d'ailleurs avec lui assistant à l'université, qui est assistant à l'université, peut-il me dire sur base de quelles mesures administratives prises par l'autorité politico-administrative pour qu'il puisse donner ce message-là? Je suis d'accord avec toi. On ne peut pas... Il n'y a pas de conflit. Oui, donc il n'y a pas de conflit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas diriger une ville tout simplement sur base de la parole, de la communication. C'est-à-dire il avait fallu, pour qu'il y ait une bonne communication, il faut que cette communication soit assise sur un fondement juridique. Un soubassement, c'est-à-dire un arrêté provincial. Vous savez qu'aujourd'hui, la régionalisation, le régionalisme qui a été dessiné comme mode de gestion de notre pays, fait en sorte que la ville de Kinshasa est autonome. C'est un regroupement autonome jouissant de sa personnalité juridique qui fait que, même en l'absence du gouverneur, sur le plan purement physique, son adjoint pouvait agir, oui. Il a les ministres, il a un ministre de l'Intérieur qui pouvait passer, il a un ministre porte-parole qui pouvait passer et donner cette communication-là. Mais là où tout biaise, c'est lorsque le commissaire provincial prend les charges d'une autorité politico-administrative. Lorsqu'il y a cet arrêté provincial qui donne les modalités de son application, alors le commissaire exécute. Mais ici, qu'est-ce qui se passe chez nous? Que ce soit Mbata Yamukolo, Mbata, toutes les opérations, c'est lui qui donne les noms. Et en effet, celui qui est maintenant considéré, qui s'est substitué, qui porte la charge, pratiquement la charge. Ces opérations tiennent d'une décision administrative. Tout à fait. Celle-là. Je suis d'accord avec toi pour ce qui a été dit par le commissaire provincial sur le plateau de la RTNC, qu'il n'y a pas de soubassement. En tout cas, nous n'avons pas connaissance d'une quelconque décision de l'hôtel de ville. Laissez-moi. Non, je voudrais chuter. Non, c'est Laura, pardon. Je voudrais chuter tout simplement pour dire, lorsqu'il y a ces soubassements-là, les soubassements essaient de mettre les garde-fous pour tout communicateur, parce qu'il va se référer à ce qui a été dit. Mais là, ça n'a pas été le cas. Mais alors, qu'est-ce qu'on constate dans le chef du pouvoir aujourd'hui et qui a été communiqué maintenant à la police? C'est la peur, c'est une phobie. Or, vous savez, quand vous êtes paniqué, madame, ou tel que nous sommes là, on entend quelque chose, poum, poum, et que nous devrions réagir par la panique, on commet beaucoup de gaffes, on commet beaucoup de fautes. Or, les fautes de quelqu'un qui est en armes, de quelqu'un qui a les armes, ces fautes-là peuvent être très regrettables dans la vie. C'est pourquoi il faudrait éviter d'être paniqué. Bon, moi j'estime pour moi que je n'ai pas fait les études de communication, mais j'ai lu beaucoup sur la communication. Oui. On dit tout est communicationnel. Ça, c'est le départ de ma réflexion. La personne du général Kanyama est une communication.
Point barre, Et ça fait excusez mon peur. regard. Oui. Alors, est-ce que le choix de passer par la TNC répond à une certaine légalité? Il faut poser la question. Parce que j'estime que même dans notre constitution, parce que moi je n'ai pour boussole que notre texte fondamental. Les gens, même quand nous parlons au gouverneur, mais rassurez-vous que même si on avait demandé au gouverneur l'autorisation de venir avec la coupe, il ne donnerait pas l'autorisation. Ça, ce sont des pratiques de chez nous. Parce que nous sommes partis du régime. Mais dans la pratique, on dit toujours qu'il n'y a pas de moyen d'encadrer la manifestation et on sait que ça relève de décisions politiciennes. Maintenant, quand le général Kanyama décide de prendre la parole, est-ce qu'il a reçu? Mais je me suis rappelé que dans le discours, il a dit selon les instructions de la hiérarchie. Bon, la hiérarchie là, est-ce que la hiérarchie la hiérarchie c'est une personne morale? Qui lui a donné ces instructions et qui lui a dit que lui avait l'obligation de passer pour donner ce message-là? Et je me posais la question, est-ce qu'il y a eu un problème? S'il y a eu un problème, lequel? Quel antécédent? Maintenant, oui. Si la coupe arrive, nous nous sommes tous battus. On s'est mobilisés pour dire qu'on gagne. On gagne la coupe, on veut l'amener. Les Congolais veulent se mettre comme toujours sur la chaussée pour accompagner notre coupe. Quel est le problème qui puisse faire sortir le général Kanyama pour dire vous devez écoutez, respecter? Moi je ne pense pas, dans le discours du général Kanyama, il n'y a pas beaucoup, si vous décelez le discours, il n'y a pas trop de comment dirais-je, trop de menaces autant qu'on peut le dire. Mais le plus important, c'est la personne du général Kanyama. Comme les musiciens l'ont chanté, avec des mots que vous connaissez. Alors, déjà sa personne, quand elle apparaît, les Congolais ne suivent pas son message, ils suivent le visage. C'est comme ça qu'il faut faire le distinguo, parce qu'il a dit, vous devez vous réjouir dans les limites, justement, de votre liberté. De ce point de vue, il n'a pas tort. Mais c'est plutôt la personne du général Kanyama qui communique plutôt un autre message que celui qui le sort par la bouche. Et donc, je termine pour dire, pour moi, bon, aujourd'hui, on a constaté ensemble, chers Paulette, que les politiciens ont échoué en voulant récupérer. Je ne sais pas qui a dit que pour être député, pour se faire élire autant de fois ou être député provincial, il faut mettre l'étoile. Moi, j'ai toujours découragé. Je ne sais pas, comme si c'est le diable qui nous visite tout le temps. Les étoiles, on les met à l'église, à la messe. Maintenant, même des petits pasteurs qui sont en Djili, commencent à se faire coudre des habits pour ressembler aux prêtres. Mais ils ont quitté l'église catholique. Maintenant, tous les partis politiques amènent les étoiles des partis politiques. Moi, je ne sais pas quelle est cette honte-là. Même des gens qu'on trouve sérieux, qui ont étudié normalement, mettent l'étoile d'un parti politique. Mais c'est de leur propre qu'on jette sur l'intelligence congolaise. Moi, je pense que les Congolais qui m'écoutent, refusez, même si vous adhérez à un parti politique, refusez de mettre l'étoile, c'est de la honte. Okay. Nulle part au monde, vous avez vu un parti avec les étoiles pour dire non, nous sommes par exemple les partis congolais de ceci. Non, non, c'est de la honte parce qu'à la fin, on se rend compte que c'est des partis de ventre. Voilà, nous prenons maintenant le deuxième sujet, mesdames et messieurs. Nous essayons de faire la comparaison. J'ai des intelligences de mon pays. Thierry Bongo, vous avez suivi hein, la situation en Haïti. Martelly, parce que il y a quelque chose qui s'est passé. Il a dit non, ça ne va pas. Je respecte ma constitution. Je quitte le pouvoir. Il y a eu vacances en Haïti, il a quitté et il a cédé le pouvoir, je ne sais pas, selon leur constitution, au comité de transitoire. Est-ce que cette comparaison-là, vous trouvez qu'il y a des similitudes avec la République démocratique du Congo? Bon, d'abord, il faut aller, s'il faut faire des similitudes, de comparaison en comparaison entre les deux constitutions. La constitution congolaise est totalement différente de celle de d'Haïti plutôt. Et je crois que les Haïtiens, au départ, ont une histoire assez récente. Ils ont l'indépendance depuis 200 ans, si je me trompe pas. Je ne refuse pas, mais ils ont une histoire récente qui part des catastrophes qu'ils ont eu à vivre, de la responsabilité du président Aristide, de tout ce qui s'est passé, toutes ces difficultés qu'ils ont eu à vivre, qui font qu'aujourd'hui, ils ont une autre façon de voir leur vivre communautaire. Et aujourd'hui, Martelly, contrairement à ce que les gens peuvent dire, lui a été véritablement buté à des problèmes de moyens pour organiser les élections. Vous savez que Haïti est en train de traverser une période de crise inimaginable en ce qui concerne l'humanité. Et quand vous allez en Haïti, vous dites qu'en RDC, vous êtes assez bien. Hein, mais ils ont eu la volonté
d'inscrire dans leur constitution la démocratie sur le plan institutionnel. Et aujourd'hui, Martelly a compris qu'il ne peut pas répondre à ce besoin-là et il a démissionné. Et les institutions haïtiennes ont pris le devant pour ne pas cautionner un quelconque vide. Et je pense que c'est inscrit dans leur constitution. Je n'ai pas connaissance de tous les articles de leur constitution pour le confirmer. Mais je pense que cette transition qui s'installe est une volonté constitutionnelle. C'est cette équipe-là qui va organiser les prochaines élections. C'est cette équipe-là qui a pour mission d'organiser les prochaines élections. Donc ils doivent chercher les moyens, parce que le problème, c'est un problème surtout de moyens, et chercher comment le faire dans un temps record. Haïti, c'est un petit pays. Ce n'est pas autant d'habitants que la République démocratique du Congo. Alors, s'ils ont des difficultés, l'aide peut venir. Hein, mais après que ces gens puissent se montrer un quelconque sérieux. Pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, c'est un tout autre scénario qui se présente. Nous avons une constitution qui, je pense avoir posé la question à plusieurs juristes, reste muette sur les dispositions transitoires qui peuvent se présenter au cas où, pour des besoins ou des raisons matérielles, on ne peut pas organiser des élections dans les délais. Pour ce qui est de certains observateurs, ils estiment que toutes les élections peuvent aller au-delà des mandats, sauf celui de la présidentielle, celle de la présidentielle. Maintenant, c'est un débat plutôt entre juristes. Nous attendons plus d'éclaircissements. Les dernières analyses que moi j'ai eues, certaines personnes pensent qu'il n'y a pas de vide. On estime qu'à l'issue du mandat de Joseph Kabila, il ne peut se prévaloir d'un quelconque prolongement, quelconque glissement, comme on le dit aujourd'hui, et que les institutions ont prévu à ce que... Que dit notre Constitution par rapport à ce dépassement, que le président, le nouveau président prendra fonction qu'avec... Mais c'est cette partie de la Constitution. Je crois que c'est une question importante que les politiques qui ont intérêt devraient poser à la Cour constitutionnelle. L'interprétation de l'article 70, elle se fait de manière disparate dans la classe politique, qu'on soit de tel bord ou de tel bord. On doit nécessairement nous clarifier. Moi, je suis journaliste, je ne suis pas juriste. Quand on dit que le chef de l'État reste en place jusqu'à ce qu'il soit remplacé par son successeur. Mais cette même constitution prévoit que l'élection du président de la République se fasse 90 jours avant la fin de ce mandat. Au cas où l'une des dispositions n'est pas respectée, est-ce qu'on peut respecter, mutatis mutandis, l'autre disposition? Je me pose des questions et je n'ai pas encore de réponse par rapport à cela. J'attends justement de la part des juristes, et je crois que la Cour constitutionnelle qui est là doit nous donner une interprétation claire de l'article 70 pour que les politiques qui discutent parce qu'ils ont des sensibilités et des intérêts avoués ne puissent pas nous laisser dans cette incertitude-là. Parce que c'est la peur du lendemain qui crée la psychose, c'est la peur du lendemain qui interdit aux Congolais, à cause de cette peur-là qu'on ne peut pas se réjouir aujourd'hui. Alors on doit être fixé, et c'est maintenant qu'on doit le faire, qu'on n'attende pas la dernière minute. Oui, Laurent Nimba, l'article 70, c'est ça qui, comme l'a si bien dit Thierry Bongo, chaque politique, chaque camp l'interprète de sa manière. Vous êtes juriste de formation aussi, froidement. Comment peut-on interpréter cet article? Est-ce qu'il y a un timing précis entre la passation du pouvoir, entre le chef d'État élu et l'ancien? Est-ce qu'il y a un timing? D'abord, madame, je vous remercie énormément parce que le débat, il est un débat d'abord de texte et puis un débat qui se dégage justement de la respiration jurisprudentielle. Quand vous posez la question à tous les savants, j'ai toujours l'habitude de les citer, Dieudonné Kalouba, Jean-Louis Sambo, André Mbata, Paul Gaspard Ngondankoyi, et même Willy Matiachi qui a écrit sur la Constitution, lui-même qui a dit dans sa thèse que la Constitution devient un élément fondateur parmi les éléments constitutifs d'un État. Vous allez voir que la Constitution c'est un tout, qu'il faut comprendre, comme Thierry l'a dit un peu en effleurant, c'est la loi fondamentale qu'il faut comprendre dans sa globalité. Vous ne pouvez pas dégager une disposition constitutionnelle et vouloir la comprendre de façon isolée, vous allez vous tromper. La disposition de l'article 70 dit que le président de la République, reste en fonction jusqu'à l'installation d'un autre président élu. Je n'ai pas dit avec les termes corrects, mais c'est ça l'idée. Mais vous ne pouvez pas comprendre cette disposition. Je ne suis pas un juge constitutionnel, mais j'ai fait une analyse de constitutionnaliste. Vous ne comprenez pas cette disposition sans le mariage entre l'article 70 et l'article
90, qui dit que le corps électoral est convoqué 90 jours avant la fin du mandat. Ça signifie que mathématiquement, ça signifie que matériellement, dans un pays sérieux, doublé de la bonne volonté politique, on ne peut pas aller au-delà de 90 jours, même si on pouvait aller à 120 jours, sans organiser les élections. Bon, en comparaison, en droit comparé donc, avec la constitution haïtienne, vous allez vous représenter qu'en Haïti, ils ont presque le même problème parce que nous sommes, n'est-ce pas, d'un droit. Oui. Mais la vérité est que tout est à fouiller dans la volonté politique. Parce que dans le cas de Martelly, vous allez voir qu'il n'a pas de moyens. Et on ne peut pas comprendre aussi la Constitution sans la volonté politique et l'approche politique. C'est pourquoi lui, comme un citoyen sérieux, il dit « Je n'ai pas de moyens et que je ne peux pas aller au-delà de la possibilité que la loi me donne. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me limite. » En ce moment-là, il revient à notre disposition qui donne le pouvoir, par exemple, au président du Sénat. Mais les mécanismes qui donnent le pouvoir au président du Sénat ne sont pas bien dit dans notre constitution parce qu'il faut que le président soit indisponible, il faut une absence prolongée, mais dans le cas du dépassement du délai, le président du Sénat n'est pas concerné. Et donc, il n'est pas concerné. Parce donc, ce n'est pas automatiquement le président du Sénat. Non, il faut que le président soit, en tout cas, il faut que le président du Sénat, il faut que le président du Sénat soit, le chef d'État soit indisponible, il faut qu'il y ait la mort ou quelque chose. Pour que le président prenne le pouvoir en vue d'organiser les élections. Ceux qui disent que Kengo peut être président... Non, constitutionnellement, ça n'a aucun sens. Okay. Pour moi, qu'est-ce que je regarde de ce débat? Je regarde de ce débat, madame, le comportement du politique. Que les faits précèdent le droit. Mais c'est des expressions qu'on a trouvées dans le monde. J'appelle ça de l'intelligence saisie. Ce sont des intellectuels qu'on a saisis. Donc quand tu prends un mot sur Google, tu mets Paulette Kimuntu, 10 fois Google va te renvoyer la même chose. Non, non. Il faut qu'on quitte le stade des phrases qu'on a trouvées. Afrique, mère de l'humanité. Congo, scandale géologique. Parce que j'estime qu'un intellectuel, ça ne nous représente pas. Un intellectuel, c'est lui qui doit démontrer au travers d'une approche pratique ce que ça représente. Je termine en disant, madame, ce qui est fondamental. Notre constitution longe en ce qu'on appelle les compromis. Si vous regardez depuis l'acte constitutif de Berlin, jusqu'à ce jour, nous avons eu à peu près 50 dialogues. La dernière fois, on était en concertation, madame. Si vous faites la moyenne, dans chaque 3 ans, nous sommes en train de dialoguer. Mais est-ce que quelqu'un qui se veut juriste sérieux peut me dire que le compromis des politiques a pouvoir sur la loi fondamentale? C'est ça la question de droit que je veux d'un débat contradictoire. Deuxième chose, quand vous lisez l'article 220 de notre Constitution, nous avons ce qu'on appelle les compromis. Nous nous sommes rendus compte que le Katanga n'est pas Katanga. S'il n'y a pas le bas Ndundu, le bas Congo et l'Équateur, alors il faut impérativement qu'il y ait la caisse de péréquation. Nous nous sommes dit que quand une province se produit, il faut que la province gagne quelque chose en retour. C'est pourquoi on a fait la rétrocession. Nous nous sommes dit que nous sortons d'une belligérance. Mobutu a fait 32 ans. Le pays s'est divisé. Il ne faudrait pas qu'on sait qu'en Afrique, on n'organise jamais les élections pour les perdre. On donne à chaque personne qui prend le pouvoir 10 ans. C'est pourquoi on s'est limité à 10 ans. On dit 5 ans, une fois renouvelable. Nous nous sommes dit qu'il faut qu'on puisse laisser les gens faire les partis politiques. Nous nous sommes dit la liberté syndicale. Mais des gens qui tripotent la Constitution, qui pensent que vous êtes chimiste, vous êtes, je ne sais pas, même maçon, et que vous voulez interpréter la Constitution, comprennent que nous sommes en face des compromis. Et le compromis, c'est ce qu'on appelle l'identité nationale. C'est ce qu'on a coulé en termes de loi fondamentale. Et je veux d'un débat contradictoire. Je le dis à Papi Tamba, que je ne cite pas que c'est un ami. Je dis, je veux d'un débat contradictoire avec quelqu'un qui est dans ce bottine, qui peut faire un débat sans décoloration politique pour qu'il me montre que le dialogue tel que nous vous le proposons aujourd'hui a pouvoir sur la Constitution à ce moment-là. Je vais déchirer ma toge. Ok, je vais prendre mon diplôme, je vais déchirer et je vais clôturer ma carrière de professeur parce que j'estime que humblement nous sommes dans une république de la honte. Je termine en disant que ce que Martelly a fait, c'est acte de bravoure. Ce n'est pas différent de ce que fait Macky Sall. Ce n'est pas différent de ce que fait Boni Yahi. Ces gens-là sont des Africains. Macky Sall et Boni Yahi sont des Africains. Pourquoi nous choisissons toujours de mauvais exemples? Il y a des télévisions qui passent à longueur de journée, qui des spots, des menaces pour dire vous choisissez entre le Burundi et le Congo. Non, non. Les Congolais savent que le Congo c'est notre pays. Nous n'allons pas les brûler. Mais ceux qui ont pris le pouvoir pour un temps doivent savoir qu'il y a une autre expertise en dehors d'eux. On ne peut pas être ministre de l'économie ou ministre des mines pendant 10 ans. C'est anormal. Alors qu'on ne rend pas compte. On soulève les immeubles. Les Congolais sont attentifs, chère Paulette. Rassurez-vous que je parle avec le cœur.
et je parle aussi avec la raison. Joël Cadet, est-ce que Martelly est-il un lâche? Il a jeté l'éponge, il a dit non, 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 ça va. Il a eu peur, il a dit non, non, c'est trop de responsabilité, je jette l'éponge. Non, madame, il y a un problème. Vous savez, c'est difficile de parler après deux intelligences et de grands orateurs, deux grands séducteurs comme eux-là. À votre question, je crois qu'il faut que je vous dise qu'il n'y a pas question de lâcheté, c'est question de responsabilité, c'est question d'amour de sa patrie. Mais il laisse l'Haïti dans un... Il n'y a pas un imbroglio. Pas du tout. Non, il n'y a pas un imbroglio. Il y aura une transition pacifique. Il y aura une transition pacifique et le mécanisme de cette transition, c'est bien établi. Un comité transitoire a été déjà mis en place et les élections seront organisées dans le temps. Ils vont mobiliser les moyens. Aussi en Haïti, oui, ils vont mobiliser les moyens. La communauté internationale, sentant cette bonne volonté ici, viendra directement, leur viendra au secours et il y aura les élections. Contrairement à chez nous, parce que vous avez voulu que l'on établisse les similitudes. Chez nous, il y a le manque de volonté politique. Manque de volonté politique d'organiser les élections. Et ce, depuis 2011. Ce ne sont pas des procès d'intention. Madame, s'il vous plaît, je suis scientifique. Et la science que j'ai faite à l'université, c'est la science politique. Et celle-ci part de faits. Les faits sont tels que, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une seule volonté de mettre à côté. On n'organise pas les élections dans la dernière date, dans la dernière année. Mais vous avez suivi le Premier ministre Joël Cadet qui a dit chute de matière, de coûts de matières premières. S'il vous plaît, madame, la chute des matières premières, ce n'est pas cette année. Écoutez, en 2012, il y a eu, on a voté... S'il vous plaît, il y a eu... Oui, on a voté un budget. Les cuivres étaient à la hauteur, l'or était à la hauteur, et d'ailleurs, beaucoup des recettes que nous avons réalisées, vous pouvez vérifier chez nos amis de Rand Gold avec Kibal Gold Mining, nous en avons reçu dans les secteurs de mines, nous avons eu, je crois, quelque chose de 25% des recettes minières sur notre budget. Et ces budgets-là, de 2012, 2013, 2014, avaient prévu, en effet, dans leurs exercices, les montants pour l'organisation des élections. Où sont partis tous ces fonds destinés à l'organisation des élections? Donc vous sentez qu'un gouvernement qui ne veut pas organiser les élections ne veut pas mettre... Le Premier ministre l'a rassuré, il a dit il est partant, il va organiser... Je vous dis que cette volonté ne devrait pas se manifester la dernière année du mandat. Ça devrait se manifester depuis le 2012, 2013, 2014, 2015. Ce n'est pas la dernière année où vous allez commencer à chercher de l'argent. L'année passée, on a tout simplement eu besoin d'organiser les élections des gouverneurs. C'est 2 millions de dollars. Mais je puis vous dire, nos fauves méritent bien cette gloire, mais on peut faire les calculs de tout l'argent dépensé, tout simplement pour nous accorder cette victoire. Je vous informe, madame, que nous sommes au-delà des 3 millions, pour ceux qui savent bien calculer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce manque de volonté politique est accompagné des manques d'engagement responsable dans notre pays. Vous voyez, au Rwanda, au Burundi, au Congo-Brazzaville, tous les présidents là ont bravé leur population pour leur dire « Écoutez, je serai candidat ». Et cela est venu par des groupes au niveau du Parlement rwandais. Il y a eu une pétition qui a réuni autant de signatures. On s'assume. La classe politique rwandaise s'assume. La classe politique burundaise s'est assumée. La classe politique Congo-Brazzavilloise s'est assumée. Mais chez nous, on ne veut pas s'assumer. Chez nous, on veut y aller par la ruse. On n'est pas encore hors délai. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, madame. Le président n'a jamais... Je vous dis... Là c'est vraiment de... Tout à fait. Ce ne sont pas des intentions. Mais moi, je dis ceci. Les intentions sont perspectibles à partir de la communication que nous recevons de ce genre. Vous avez vu même les tweets de M. Mova qui a été rebuffé par la suite pour dire... Bon, comment est-ce que madame, moi je puis entrer sur votre compte, au lieu d'y placer un message qui dise Kabila dégage, je vais dire que non, que Kabila reste là, s'il vous plaît. Comment est-ce que le message du pirate, ce pirate-là, si vraiment il a piraté, pour nuire à la réputation de Mova. Je pense que le message pouvait être Kabila dégage. Le message pouvait être Yebela, mais en effet, ça ne pouvait pas être Oumela. À ce que je sache, si réellement il y avait pirate, c'est là où je doute très fort. Alors, c'est pour vous dire qu'il y a une certaine ruse, et la ruse ici, on veut prendre les Congolais un peu comme des cons, passez-moi le mot, excusez-moi, qui peuvent facilement accepter que non, le dialogue
mon confrère a tellement parlé avec beaucoup de séduction que je ne sais pas tellement reprendre ces mots. Pourquoi vous mettez le dialogue comme vous voulez donner l'impression que le dialogue est quelque chose de mal? C'est une ruse. Non, s'il vous plaît. Laurent l'a dit, on a eu plus de 35 dialogues. On peut toujours... Madame, s'il vous plaît, est-ce que je peux... Non, je vous en prie. On peut toujours éviter le pire. Non, s'il vous plaît, madame, je veux... Si vraiment ce dialogue avait pour but d'organiser tout simplement les élections apaisées, je crois qu'il aurait été organisé depuis juin où le chef de l'État l'a voulu. Mais jusqu'aujourd'hui, s'il n'est pas organisé, c'est parce que... Parce que Tshisekedi ne veut pas venir, non, par s'il vous exemple. plaît. Madame, le vœu sont les vœux réels. Les fondements réels de ce dialogue, il n'y a que notre ami Yves Kissombe qui en parle facilement. Il n'y a que les opposants qui ont été recrutés pour rejoindre la majorité, notamment mon ami Steve Mbikai et mon papa Bitakwira, qui savent donner réellement ce message-là. Et mon grand-père de Bundu Diakongo, c'est qui papa, le patriarche... Mnemonasemi. Donc il n'y a que eux qui savent transmettre avec force, avec responsabilité ce message. Mais la majorité présidentielle y va avec peur, par ruse, et c'est malhonnête. Madame, je réagis en disant ceci. Tu sais, quand on va au dialogue, Léopold Sédar Senghor a sorti une théorie. Les rendez-vous du donner et du recevoir. Je veux que les pro-dialogues nous disent ce qu'ils représentent dans l'opinion politique. Ça, il faut que les gens tirent les conséquences. Vous voulez aller au dialogue? Très bien. Vous avez combien de députés? Vous voulez aller au dialogue? Parce que le seul thermomètre pour identifier la valeur politique d'un leader politique, c'est en termes de représentativité au Parlement. Et sa capacité de mobilisation. Très bien. Donc, parce qu'il faut qu'on discute sur bas des principes, parce que dans ce pays, on est habitué à discuter ventre et à discuter. Chacun, quand il fait même son autobiographie, il est toujours très important. Il faut être très important. Quand vous voyez Bitakwira, c'est un seul député. Quand vous voyez Zaïd Ngoma, c'est un ancien... en tout cas, son parti n'existait plus. Force de futur. Force de futur. Le Denis Kambayi, le Pato Panda sont partis. Quand vous voyez Nemonansemi, il s'est même retiré lui-même. Non, il est parti et puis il est revenu. Et puis il est parti. Il dit non. Non, comme il a compris que le peuple ne veut pas, même ses sympathisants, et puis il a dit je me retire de la classe politique. On ne sait pas qu'il a été piqué par quelle mouche pour rentrer au dialogue. Non. Moi je veux vous répondre en disant humblement que le dialogue est une valeur. Mais ce dialogue ici est saupoudré par la volonté politique. En Afrique, dialoguer, comme on a dit, là-bas, pas là, c'est une valeur. Mais quand on fait le dialogue je donne l'exemple du Mali. Quand Macky Sall parle avec les acteurs politiques pour dire non, non, j'ai regardé mon mandat, il est de 7 ans. C'est beaucoup. J'ai réduit mon mandat de 7 à 5 ans. Ce n'est pas un Américain. Donc, le dialogue, c'est bien, mais dialoguons uniquement pour les élections. Vous allez voir que si nous disons qu'on est dialogue... Il a bien soutenu. Non, non, c'est pourquoi sur le processus. Si on dit seulement que nous dialoguons uniquement pour le processus électoral, pas pour toucher à l'ordre constitutionnel, vous verrez, parce que les gens se camouflent. Et j'ai dit au chef de l'État que le problème du président Kabila, et j'ai terminé par là, c'est que le président Kabila s'est appuyé sur les Mobutistes, qui ont un passé rusé, qui devaient passer par devant un juge, qui disent non, 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 on pose de l'argent, ils ont pris l'argent au FPI. On leur pose la question, amenez l'argent. Non, 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 en fait, ils ont peur d'aller répondre de leur chef. Le chef Kabila, s'il a encore 6 mois, il a l'obligation de chercher des gens qui n'ont pas encore trempé. Des gens qui peuvent s'identifier à lui, qui demain parti diront, Kabila nous avait dit, comme le François Hollande et le Sarkozy parlent de Gaulle. Et ça, c'est le plus important, parce qu'aujourd'hui, quelle que soit la magie qu'il fera, il est à la porte de sortie. On attendra qu'il fasse peut-être pour revenir, mais dans l'entretemps, même s'il y a une transition de 50 ans, à la 51e année, il partira. Oui, Thierry, c'est vrai que vous êtes un peu abasourdi. Bon, en fait, on y revient au dialogue. On a l'impression aujourd'hui que les anti-dialogues veulent donner une mauvaise image du dialogue. Comme si quand on va aller au dialogue, eh bien, on va partager le pays, le dialogue ça ne sert à rien, le dialogue est déjà biaisé et tout ça. Et pourtant, le dialogue, ça nous permettra peut-être de baliser le terrain pour l'avenir. Bon, je constate un fait. On est parti de la comparaison du scénario haïtien au nôtre et on a atterri à quoi? Au dialogue. Je comprends ils n'ont pas dialogué en Haïti. Non, mais nous, on a parlé du dialogue. Je comprends là où chacun des Congolais se trouve
il a le souci permanent de voir une issue claire à l'avenir de son pays. Tous les Congolais tels que nous sommes là, malgré nos divergences, nos points de vue qui divergent, effectivement, nous avons un besoin ultime de voir ce pays aller de l'avant, au-delà des personnes, au-delà de ses institutions, au-delà de ce que nous vivons aujourd'hui. Et je suis de ceux qui pensent que tous les Congolais ne sont pas des diables. Je suis de ceux qui pensent que même dans la majorité, il n'y a pas que des diables. Je suis de ceux qui pensent, il ne faut pas me balancer la théorie du verre moitié vide, moitié plein. Je suis de ceux qui pensent que dans l'opposition, il n'y a pas que des gens médiocres. Je suis de ceux qui pensent que nous sommes tous Congolais et que ce point commun a fait de nous, nous oblige plutôt, nous donne l'obligation de pouvoir trouver des points de convergence au-delà de nos sensibilités. Je comprends ceux qui animent mes confrères. Qui sont sceptiques vis-à-vis de ce dialogue. Je comprends pourquoi mes confrères, vu les faits qui ont précédé l'annonce de ce dialogue, sont un petit peu méfiants vis-à-vis de cela. Mais je suis de ceux qui pensent que, quoi qu'il arrive, on arrivera tous les Congolais vont s'asseoir autour d'une table pour décider ensemble. Nous sommes en train de voir le bout nous sommes en train d'arriver à la fin de ce mandat. Les signaux ne sont pas clairs. Les signaux ne sont pas clairs, faut-il dire. En parler maintenant ou attendre que la date fatidique arrive, la date butoir arrive et qu'on fasse du bric-à-brac. Thierry, c'est mon ami, je lui arrache la minute. Je ne vais pas cette sortie-là. Je vous ai écouté simplement. Je vous ai écouté un Chérie, je ne vais pas cette sortie-là, c'est très dangereux. Je suis en train de rebondir sur vos propres propos. Vous avez dit ici que les Africains ont cette qualité-là de pouvoir dialoguer. L'arbre à palabre fait partie de notre culture. Hein? Peu importe le contenu qu'on va en donner. Déjà, le chef de l'État donnait le contenu. On a recadré ces Mais le dialogue ne sera pas autour au dialogue de la Constitution. Il ne faut pas présumer des choses qui ne sont pas encore arrivées. Voilà, On a fixé une règle. On a fixé un contenu au dialogue. Tenons-nous aux faits. Les faits sont là. On a proposé un dialogue pour qu'on puisse parler des élections. Parce que les élections, vous êtes d'accord avec moi, c'est un problème. Dites la vérité. Les élections, de ce qui va. c'est un problème. Nous l'avons dit ici, c'est un problème de volonté politique, c'est un problème de moyens pour certains, c'est un problème de droit, c'est un problème de loi. Parlons-en. On en parle aujourd'hui, qu'on en parle demain, on en parlera quand même. WebPress ne terminera jamais. WebPress est éternel, le dialogue dans WebPress. On le fait ici. On dialoguera toujours et toujours pour vous, mesdames et messieurs. Voilà la passion du Congo. Nous avons la passion du Congo, mesdames et messieurs. Merci donc à Joël Kadé d'Impact News. Merci à Laurent Niemba, journaliste indépendant, et à Thierry Bongo, indépendant aussi. Nous avons parlé, mesdames et messieurs, de l'arrivée des léopards. Ils nous ont ramené la Coupe du Chan 2016 au Rwanda. Merci et encore félicitations à vous. Nous avons parlé de la comparaison entre Haïti et la RDC. Je profite donc de l'occasion pour souhaiter un bon anniversaire à mon collègue Ali Malé. Alors, bon anniversaire à toi Ali Malé et merci à toute l'équipe Teklo Bumba et merci encore une fois à tous mes followers sur les réseaux sociaux. C'est vraiment grâce à vous que j'apprends beaucoup parce que nous, on le dit souvent, le silence est un langage. Nous apprenons beaucoup par le silence. Alors, merci beaucoup et on se retrouvera le mercredi prochain. Au revoir.